Bonjour à tous, je vous propose de continuer à travailler de manière dématérialisée, étant donné les circonstances. Je vous propose de lire le cours ensemble comme on le fait en cours. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas certaines notions dans les commentaires. Et puis, je vous propose également de faire un certain nombre d'exercices d'application. Et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai des exercices correspondant à ce chapitre ainsi que leur correction. Alors, on va tout de suite commencer la lecture du cours. Introduction. Les corps peuvent posséder plusieurs formes d'énergie. Par exemple, de l'énergie cinétique. C'est l'énergie due à la vitesse des corps. Si on heurte un mur à une vitesse de 50 km/h, cela ne va pas produire le même effet que si on heurte le mur à une vitesse de 20 km/h. L'énergie potentielle de pesanteur. Plus on tombe de haut, plus on peut se faire mal lors de l'impact. C'est dû à l'énergie potentielle de pesanteur. On peut également citer l'énergie nucléaire, énergie que renferme le noyau des atomes, énergie qu'on exploite d'ailleurs dans les centrales nucléaires en cassant des gros atomes. Et lors de la fission, cela produit une certaine quantité d'énergie qu'on peut exploiter pour faire de l'électricité. L'énergie chimique que possèdent les piles, l'énergie chimique qu'on retrouve également dans les aliments qu'on mange, ou bien c'est de l'énergie qu'on trouve également dans l'essence des voitures. L'énergie électrique qui est capable de fournir une pile, l'énergie de rayonnement qui est capable de fournir une ampoule, ou bien l'énergie thermique, c'est de la chaleur que peut fournir par exemple un radiateur. Dans le cadre de ce chapitre, il faut que vous sachiez distinguer deux notions. La première, c'est la notion de transfert d'énergie. La deuxième, c'est la notion de conversion d'énergie. Il faut bien distinguer ces deux notions. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Dans le cadre d'un transfert, c'est un corps qui va donner de l'énergie à un autre corps. Mais attention, c'est la même forme d'énergie. Je vous propose un exemple pour comprendre. Lorsqu'un téléphone est chargé avec une batterie externe, la batterie externe perd de l'énergie électrique et la batterie du téléphone gagne également de l'énergie électrique. C'est la même forme d'énergie, c'est pour ça qu'on parle de transfert. Lors d'une conversion, c'est le même phénomène, mais à ceci près, il y a un changement de forme d'énergie. Par exemple, une éolienne convertit de l'énergie cinétique en énergie électrique. Donc il y a un changement de la forme d'énergie. C'est pour ça qu'on parle de conversion d'énergie. L'énergie est une notion qui est difficile à définir. Mais je vous propose quand même une définition. Alors, l'énergie est une grandeur physique qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail en entraînant un mouvement, un rayonnement ou bien de la chaleur. Pour résumer, lorsqu'un corps possède de l'énergie cinétique, il est capable de modifier son environnement. Je vous donne un exemple. Je possède de l'énergie car je m'alimente, je respire. Donc la respiration et l'alimentation, c'est deux moyens pour le corps humain de se fournir en énergie. Et cette énergie que je stocke, ensuite, je peux l'utiliser pour modifier mon environnement. Comment ? Je peux tout simplement déplacer la calculatrice qui se trouve sur la table et donc j'ai modifié mon environnement. C'est parce que je possède de l'énergie. Quelle que soit la forme d'énergie, elle est toujours exprimée en joules. C'est l'unité du système international. Il faut savoir que l'énergie peut s'exprimer également dans les multiples et les sous-multiples du joule, c'est-à-dire les kilojoules, les hectojoules, etc. Dans le cadre de ce chapitre, nous nous intéresserons à l'énergie cinétique et à l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps. On va commencer par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet en mouvement. L'énergie cinétique d'un corps est proportionnelle à sa masse et au carré de la vitesse de ce dernier. Ainsi, l'énergie cinétique EC d'un corps de masse m se déplaçant à la vitesse v est donnée par la loi EC. L'énergie cinétique est égale à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc on voit bien que l'énergie cinétique dépend de la masse, mais aussi de la vitesse. Alors, pour que l'énergie cinétique soit exprimée en joules, unité de l'énergie, la masse doit être exprimée en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde.
pour bien comprendre cette notion d'énergie cinétique, je vous propose de faire un exercice d'application. Calculons l'énergie cinétique d'une voiture de masse m égale 1 tonne se déplaçant à une vitesse de 50 km/h par rapport à la surface de la Terre. Alors, donc j'applique la formule EC égale 1,5 fois la masse, qui est de 1 tonne, mais il va bien falloir penser à convertir, fois la vitesse que j'élève au carré. Donc j'écris 1,5, je remplace les grandeurs physiques par les valeurs correspondantes. Donc 1 tonne que je convertis tout de suite en kilogrammes en multipliant par 10 puissance 3. Et une vitesse que je convertis tout de suite en mètres par seconde en divisant par 3,6. Inversement, si on veut obtenir des kilomètres par heure lorsqu'on a des mètres par seconde, il nous suffit de multiplier cette fois-ci par 3,6. Et je n'oublie pas d'élever la vitesse au carré. Et je fais ce calcul pour obtenir un résultat qui est égal à 96 451 joules. Voici la valeur de l'énergie cinétique de cette voiture de masse 1 tonne roulant à une vitesse de 50 km/h. Je propose de continuer. Lorsqu'un corps se déplace, il acquiert de l'énergie cinétique lorsque sa vitesse augmente. Lors du freinage, cette énergie cinétique acquise se dissipe essentiellement sous forme de chaleur, c'est-à-dire de l'énergie thermique au niveau des freins. Donc lorsqu'une voiture freine alors qu'elle roule à une certaine allure, elle convertit son énergie cinétique en énergie thermique. C'est donc une conversion d'énergie, et donc pas un transfert d'énergie. Propriété. La masse d'un corps est multipliée par... lorsque la masse d'un corps est multipliée par K strictement positif, l'énergie cinétique est également multipliée par K. En effet, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Démonstration. Soit un corps de masse m se déplaçant à une vitesse v, son énergie cinétique EC1 s'exprime alors ainsi. EC1 est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Maintenant, je vous propose de multiplier la masse de ce corps par K, un nombre positif, en lui attachant par exemple un autre corps. Finalement, la masse du nouveau corps sera K fois m. Le nouveau corps se déplaçant toujours à la même vitesse, son énergie cinétique devient. Je la note EC2, ça ne sera pas la même énergie cinétique que le premier corps, c'est pour ça que je note cette nouvelle énergie cinétique EC2, et j'obtiens 1,5 multiplié par K fois M multiplié par la vitesse au carré. En utilisant la commutativité de la multiplication, c'est-à-dire, vous le savez tous, 2 fois 3, c'est exactement la même chose que 3 fois 2. C'est la commutativité de la multiplication, donc c'est ce que j'utilise ici avec 1,5 et K. Je multiplie 1,5 par K, donc étant donné que la multiplication est commutative, je peux inverser le K et le 1,5, donc j'obtiens K fois 1,5. Et là, le simple fait de faire ce changement, ça nous permet de remarquer que on retrouve ici 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Cette quantité, c'est exactement l'énergie cinétique EC1. Vous le voyez à travers l'expression de EC1. Je peux donc remplacer 1,5 fois m fois v au carré par EC1. Donc en remplaçant, j'obtiens EC2 égale K fois EC1. Donc vous voyez bien que lorsque la masse est multipliée par K, ici, lorsque la masse est multipliée par K, l'énergie cinétique EC1 est multipliée également par K pour donner une nouvelle énergie cinétique EC2. Pour bien comprendre cette notion, je vous propose de faire un petit exercice d'application. Calculons l'énergie cinétique d'un corps de masse m égale 500 kg se déplaçant à une vitesse v égale 30 mètres par seconde. J'obtiens EC1 égale 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc 1,5 que je multiplie par 500 kg, que je multiplie par la vitesse qui est de 30 mètres par seconde, que je n'oublie pas d'élever au carré. Alors, même si les unités sont déjà même si les grandeurs sont déjà données dans les bonnes unités, vous devez quand même vous poser la question. Est-ce que la vitesse est bien en kilogrammes ? Est-ce que la vitesse est bien en mètres par seconde ? Est-ce que la masse est bien en kilogrammes ? Donc c'est bien le cas. Donc je peux faire cette opération pour trouver 225 000 joules. Je vous propose vraiment de faire les calculs avec votre calculatrice pour vérifier que vous trouvez bien les bons résultats. Calculons maintenant l'énergie cinétique d'un corps de masse m égale 1000 kg. Donc là, vous voyez bien que la masse elle a été multipliée par 2 et qui se déplace à une vitesse égale à v égale 30 mètres par seconde. Donc effectuons le calcul. EC2 est égal à 1,5 fois la masse qui est de 1000 kg
que je multiplie par la vitesse qui est de 30 mètres par seconde que je n'oublie pas d'élever au carré. Et donc j'obtiens, je fais vraiment le calcul sur la calculatrice pour obtenir 450 000 joules. Et vous voyez bien qu'on obtient le double. Donc la conclusion serait de dire que lorsque la masse est multipliée par 2, l'énergie cinétique est également multipliée par 2. Vous voyez bien que pour passer de 225 000 à 450 000, on multiplie bien par 2, exactement comme on a fait pour passer de la masse de 500 kg à la masse de 1000 kg. Donc on multiplie bien par 2 dans les deux cas. Donc je vous propose maintenant une nouvelle propriété. Lorsque la vitesse d'un corps est multipliée par k, un nombre positif strictement, l'énergie cinétique de ce corps est multipliée par k au carré. Alors, je vous propose une démonstration. Soit un corps de masse m se déplaçant à une vitesse v, son énergie cinétique EC1 s'exprime alors ainsi. EC1 est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Multiplions maintenant la vitesse du corps par k strictement positif en lui imposant d'aller plus vite, alors la masse du nouveau corps k fois v est k fois v. Le nouveau corps ayant toujours la même masse, son énergie cinétique devient. Regardez, là, j'utilise exactement la même formule que là, sauf que je remplace la vitesse qui est ici par k fois v, parce que la nouvelle vitesse est de k fois v. En utilisant les propriétés mathématiques sur les puissances, on obtient. Alors, je parle de quelle propriété? Je parle de celle-là. Si je fais a fois b, le tout au carré, c'est égal à a au carré fois b au carré. Le carré d'un produit est égal au produit des carrés. C'est toujours vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre situation? Donc ici, on a k fois v au carré. Cela devient k au carré fois v au carré. Et là, je vais utiliser de nouveau la commutativité de la multiplication. Le k au carré, rien ne m'empêche de le mettre tout devant. C'est ce que je fais dans la suite. Regardez, le k au carré apparaît tout devant. Et j'obtiens k au carré fois 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Et je pense que vous comprenez là où je veux en venir. On retrouve exactement l'énergie cinétique 1, EC1. Je peux donc remplacer par EC1. Et j'obtiens, finalement, regardez, EC2 est égal à k au carré fois EC1. Et donc là, c'est clair, lorsque la vitesse est multipliée par k, l'énergie cinétique initiale est multipliée par le carré de k, c'est-à-dire k au carré. Pour bien comprendre cette notion, je vous propose de faire un petit exercice d'application. Calculer l'énergie cinétique d'un corps de masse m égale 500 kg se déplaçant à une vitesse v égale 30 mètres par seconde. Allons-y. Donc EC1 est égal à 1,5 que je multiplie par la masse, que je multiplie par la vitesse au carré. Les grandeurs physiques sont bien exprimées dans les bonnes unités. Ça devient 1,5 fois la masse qui est de 500 kg fois la vitesse qui est de 30 mètres par seconde que j'élève au carré. Nous avons déjà fait ce calcul. Donc on peut directement écrire que ça fait 225 000 kilojoules. Pardon, joules. 225 000 joules. Désormais, on doit calculer l'énergie cinétique d'un corps de masse m égale 500 kg se déplaçant à une vitesse v égale 60 mètres par seconde. Donc allons-y. Donc vous voyez bien que la vitesse, cette fois-ci, elle a été multipliée par 2. On est passé de 30 mètres par seconde à 60 mètres par seconde. Donc calculons la nouvelle énergie cinétique. EC2 est égal à 1,5 fois la masse qui n'a pas changé, qui est toujours de 500 kg, multiplié par 60 au carré. Lorsqu'on effectue le calcul, vous pouvez, n'hésitez pas à le faire avec votre calculateur, mettre pause et faire le calcul. Donc on obtient 900 000. Vous voyez bien que pour passer de 225 000 à 900 000, on a multiplié non pas par 2, mais par 4, qui est le carré de 2. Donc c'est une notion que vous devez savoir. Maintenant, on va aborder la deuxième partie du cours, à savoir l'énergie potentielle de position. Je vous propose de lire, essayez de suivre avec moi. Un objet situé en hauteur par rapport à une référence possède une énergie, appelée énergie potentielle de pesanteur, notée EP, qui dépend de sa masse m et de sa hauteur que je note z. Première expérience. Donc, on a une boule de 200 grammes qu'on laisse tomber d'une certaine hauteur H1. Là, vous avez une boule qui a la même masse, mais qu'on va laisser tomber d'une hauteur plus grande. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? Lorsque la boule est laissée tomber d'une certaine hauteur H1 inférieure à H2, la déformation dans le sable est moindre, est moins importante que lorsqu'on la laisse tomber d'une hauteur plus importante.
Cela signifie que la boule, lorsqu'on la laisse tomber de plus haut, elle possède plus d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, si on lâche une boule de même masse d'une hauteur H2 supérieure à H1, alors l'impact sur le sable est plus profond. La boule possède donc une énergie plus grande lorsque sa hauteur est plus importante. Deuxième expérience. Maintenant, les deux boules, on va les faire tomber de la même hauteur, H2 et H2. Vous voyez bien, c'est la même hauteur. En revanche, les masses changent. C'est-à-dire que cette boule, elle a une masse de 200 grammes et celle-là, elle a une masse de 50 grammes, ici. Et qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on fait l'expérience? Lorsqu'on fait l'expérience, on observe que la boule qui a la plus grande masse engendre une plus grande déformation dans le sable que la boule qui a une plus petite masse. Cela montre expérimentalement que la masse a une influence sur l'énergie potentielle de pesanteur. Si on lâche deux boules de masse différentes, excusez-moi, une petite faute de frappe ici, la masse s'écrit avec un E évidemment. Si on lâche deux boules de masse différentes de la même hauteur, on remarque que l'impact de la boule sur le sable est d'autant plus profond que la masse de la boule est importante. L'énergie de la boule est donc d'autant plus importante que sa masse est importante. L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps physique est proportionnelle à l'altitude Z de cet objet par rapport à une référence, ainsi qu'à sa masse m. On calcule l'énergie potentielle de pesanteur avec la formule suivante. EPP, pour énergie potentielle de pesanteur, est égal à masse fois l'intensité de la pesanteur terrestre fois Z, la hauteur de l'objet en mètres par rapport à une référence qu'on aura au préalable choisi. Donc l'énergie potentielle de pesanteur est exprimée en joules. La masse, toujours en kilogrammes, pour que l'énergie potentielle de pesanteur soit en joules. L'altitude en mètres. Alors j'ai oublié ici de préciser G. G, c'est l'intensité de la pesanteur terrestre. Donc intensité de la pesanteur terrestre qui vaut au voisinage de la surface de la Terre environ 9,81 newtons par kilogramme. Voilà, ce n'est pas une valeur à connaître, elle est toujours donnée dans les exercices. Donc, calculer l'énergie cinétique d'un corps de masse m égale 500 grammes. Attention, ici, vous voyez bien qu'il y a un piège, parce que la masse doit être exprimée en kilogrammes, qui est située à une altitude de 30 cm par rapport au sol. On va appliquer la formule. L'énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse de ce corps fois l'intensité de la pesanteur terrestre multipliée par l'altitude depuis laquelle tombe cette masse par rapport au sol. Donc je remplace la masse par 500 grammes, mais attention, il faut penser à convertir les 500 grammes en kilogrammes, donc je multiplie par 10 puissance moins 3. Je multiplie par G, l'intensité de la pesanteur terrestre qui vaut 9,81 newtons par kilogramme, et je n'oublie pas de multiplier le tout par Z, qui est de 30 cm, mais attention encore une fois à convertir les centimètres en mètres en multipliant par 10 puissance moins 2. Et j'obtiens un résultat que je vais arrondir au dixième, qui est de 1,5 joules. Je vous propose vraiment de faire le calcul et de vérifier que je trouve bien les bonnes réponses. Alors, maintenant, on va réunifier la notion d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur dans une notion qui est un peu plus globale, qui s'appelle l'énergie mécanique. Je vous propose tout de suite de lire le cours ensemble. Alors, l'énergie mécanique d'un corps, notée EM, est l'énergie totale de ce corps, provenant de son mouvement à une vitesse donnée et de son altitude. Elle est définie comme la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. EM, l'énergie mécanique, est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà, donc c'est une formule qu'il faut connaître. Donc, lorsque l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur sont exprimées en joules, l'énergie mécanique est également exprimée en joules. Donc c'est l'énergie globale, c'est l'énergie totale d'un système lorsqu'il est en mouvement. Alors, que dit le théorème de l'énergie mécanique ? Le théorème de l'énergie mécanique nous dit la chose suivante. Lorsqu'un corps est en mouvement et qu'on peut négliger les forces de frottement, l'énergie mécanique de ce corps se conserve au cours du temps. Je vous propose de
de lire l'illustration suivante. On lâche une balle d'une altitude z égale 20 mètres, sans vitesse initiale. Au début, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, car la balle est au maximum de sa hauteur, et son énergie cinétique est nulle, parce qu'on lâche la balle sans vitesse initiale. Au cours de sa chute, la balle gagne en vitesse, son énergie cinétique augmente. En revanche, son énergie potentielle de pesanteur diminue car son altitude diminue, alors que sa masse reste constante. Ainsi, la perte d'énergie potentielle de pesanteur est compensée par le gain d'énergie cinétique. Alors, l'énergie mécanique reste constante et je vous propose une petite illustration dans laquelle vous allez mieux comprendre ce petit texte. Regardez ici, vous avez la balle qu'on lâche sans vitesse initiale. Au cours de sa chute, sa vitesse va augmenter, mais sa hauteur par rapport au sol va diminuer. Donc regardez, au départ, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur parce que la vitesse est nulle. Au cours de sa chute, la balle perd de l'altitude, donc elle perd de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est pour ça que la zone rouge, elle devient de plus en plus petite. En revanche, sa vitesse augmente. Sa vitesse augmente parce que plus l'objet tombe, plus l'altitude de l'objet diminue, plus sa vitesse augmente. C'est la raison pour laquelle on observe que l'énergie cinétique qui est en bleu, devient de plus en plus importante. À la fin, lorsque l'objet, au moment de l'impact avec le sol, vous voyez bien que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Il n'y a plus de rouge ici. C'est parce que la balle est au niveau du sol. Donc elle n'a plus d'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est donc maximale. Mais au cours du mouvement, l'énergie mécanique, la largeur du rectangle, comme vous le voyez, elle reste constante. Du coup, l'énergie mécanique reste bien constante au cours du mouvement. Juste avant l'impact avec le sol, l'énergie cinétique est maximale, car la vitesse est maximale, alors que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, car l'altitude de la balle est nulle. Donc il faut bien comprendre que l'énergie mécanique, elle se conserve au cours du temps lorsque on peut négliger les frottements. Alors si au cours de la chute, on faisait tomber non pas une balle, mais en revanche une plume, la plume est beaucoup plus sensible aux forces de frottement dues à l'air que la balle. En d'autres termes, l'énergie mécanique dans cette situation ne se conserverait pas. Donc la largeur du rectangle deviendrait de plus en plus petite malgré le transfert d'énergie entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Voilà. Graphiquement, on peut illustrer ce phénomène. Regardez, c'est les courbes qui correspondent à la chute de la balle que vous observez ici. Au départ, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale. Donc en ordonnée, vous avez l'énergie. Et en abscisse, vous avez le temps. Et à la date t égale 0, on lâche la balle. Donc lorsqu'on lâche la balle, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale parce que sa position est maximale, sa hauteur est maximale. Au cours de sa chute, vous voyez bien que l'énergie potentielle de pesanteur diminue jusqu'à atteindre une valeur nulle. Ça, c'est le moment de l'impact avec le sol. Au départ, l'énergie cinétique est nulle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de vitesse, la balle. Donc, si vous vous souvenez de l'énergie cinétique, son expression, c'est 1/2. Donc, je vais utiliser du rouge pour que ça corresponde aux couleurs. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, au départ, la vitesse vaut 0 mètres par seconde. C'est pour ça que l'énergie cinétique, ici, elle vaut 0. Et puis, au cours de sa chute, la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique augmente, jusqu'à atteindre une valeur maximale au moment de l'impact. Donc je vous propose, pour terminer ce chapitre, de faire un dernier exercice d'application qui traduit la conservation de l'énergie mécanique. Une balle de masse m égale 250 grammes est lâchée d'un point A, qui est situé à une altitude ZA, de 20 mètres par rapport au sol. On suppose que lors de son mouvement, la balle ne subit pas de force de frottement. C'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve. Lorsque vous lisez « ne subit pas de force de frottement », il faut tout de suite comprendre que l'énergie mécanique se conserve. Alors on vous demande de déterminer la vitesse à laquelle la balle heurte le sol. Vous avez vu que c'est quand même un outil puissant, la conservation de l'énergie mécanique, car on est capable de calculer la vitesse d'un objet lâché d'une certaine hauteur lorsque cet objet touche le sol. On est capable de faire une prédiction qu'on peut ensuite vérifier expérimentalement. Donc, pour
pour répondre à cette question, je vous propose de faire la chose suivante. Donc on va faire un petit dessin où ça c'est le point A, c'est le point depuis lequel on laisse tomber la balle. Donc cette balle est située à une hauteur de 20 mètres. Donc, on écrit 20 mètres, donc le sol est donc ici. Ensuite, donc la balle va chuter au cours du temps et le point B, ici je mets le point B, c'est-à-dire le point d'impact de la balle avec le sol. Et on sait qu'il n'y a pas de frottement, donc on peut appliquer le théorème de l'énergie mécanique qui dit que l'énergie mécanique, alors je vais écrire ici, l'énergie mécanique au point A est nécessairement égale en l'absence de frottement à l'énergie mécanique au point B. Donc cette égalité se traduit de la manière suivante. Donc l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A, qui est égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Alors, on peut continuer ce calcul. Regardez, l'énergie cinétique au point A, donc c'est-à-dire, je vais parler de ça, l'énergie cinétique. La balle est lâchée sans vitesse initiale. Elle vaut donc 0. La vitesse étant nulle, l'énergie cinétique est nulle. En revanche, l'énergie potentielle de pesanteur, elle possède une expression, vu que la balle a une hauteur. Donc on écrit m fois g fois za. L'altitude de la balle au point A. Alors l'énergie cinétique, donc je vais déplacer un petit peu cette quantité. Ensuite, l'énergie cinétique au point B, elle est égale à 1,5 multiplié par la masse de la balle multiplié par la vitesse de la balle au point B, que je note V entre parenthèses B, et que je n'oublie pas d'élever au carré, car c'est l'expression de l'énergie cinétique. En revanche, l'énergie potentielle de la balle au point B, regardez ici, lorsque la balle est au point B, ici, son altitude vaut 0, donc son énergie potentielle de pesanteur également sera égale à 0. Donc j'écris 0. Alors ici, il y a une petite erreur, j'ai écrit 0 mètres par seconde, excusez-moi, c'est 0 joules, parce que l'énergie s'exprime toujours en joules. Et ici, l'énergie potentielle de pesanteur au point B vaut 0 joules également, parce qu'au point B, l'altitude de la balle est nulle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On a une équation, regardez, on est en équation, m fois g fois za est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse de b au carré. Nous avons une équation, et ce qu'on veut chercher, c'est VB. Ce qu'on veut, c'est VB, parce que la question nous dit déterminer la vitesse à laquelle la balle heurte le sol. Donc c'est bien VB qu'on cherche. C'est donc une équation, il va falloir isoler l'inconnu. Dans un premier temps, je vous propose de simplifier par la masse, car la masse est un facteur commun de part et d'autre du signe égal. On peut donc diviser des deux côtés par la masse, et donc obtenir G fois ZA, donc ZA entre parenthèses comme ça, est égal à 1,5 fois VB au carré. Ce que je peux faire maintenant, c'est écrire la même égalité mais dans l'autre sens, comme cela, regardez, 1,5 fois VB, la vitesse au niveau de B au carré est égal à G fois ZA. Je n'ai rien fait, j'ai juste réécrit l'égalité dans l'autre sens afin de pouvoir isoler VB de manière un peu plus facile. Je multiplie de part et d'autre par 2 et j'obtiens de part et d'autre du signe égal par 2 et j'obtiens VB au carré est égal à 2 fois G fois ZA. Enfin, ce que je peux faire, c'est pour se débarrasser du carré de VB, on peut appliquer la fonction racine carrée de part et d'autre du signe égal. Donc on prend la racine, donc on obtient VB qui est égal à racine carrée de 2 fois G fois ZA. Voici l'expression littérale de la vitesse. Maintenant seulement, on a le droit de remplacer par les valeurs numériques, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois G qui vaut 9,81 multiplié par ZA qui vaut 20. Alors on fait le calcul et on obtient racine carrée de 2 fois 9,81 multiplié par 20. Alors, on obtient une vitesse VB qui est égale à, je vais arrondir
à un chiffre après la virgule, donc j'obtiens 19,8 mètres par seconde. Voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, ça c'était un exercice. J'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il faut absolument faire tous les calculs. Faites-les avec votre calculatrice pour voir si vous retrouvez les mêmes résultats que moi. Moi, je reviens vers vous avec une prochaine vidéo où je vous proposerai un certain nombre d'exercices que je corrigerai. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et au revoir.